Une adolescente de 14 ans pleure en se tenant le ventre après avoir rendu visite à son voisin. La caméra révèle la vérité. Bonjour à tous, profitez de ces moments de calme et de réflexion pendant que vous regardez. Dans la petite maison au bout de Magnolia Street, Lucy, 14 ans, était assise tranquillement près de la fenêtre, les yeux rivés sur le ciel qui prenait une douce teinte orangée. Lucy était une bonne fille, tout le quartier le disait. Depuis le décès de sa mère alors qu'elle n'avait que 6 ans, elle était devenue renfermée, si silencieuse qu'on commença à la surnommer « la fille silencieuse ». Elle réussissait plutôt bien à l'école sans être exceptionnelle, mais elle était appliquée et donnait toujours le meilleur d'elle-même. Pourtant, ce qui marquait le plus Lucy, ce n'était pas ses notes ni ses manières, mais l'inquiétude constante dans son regard, une tristesse qui ne semblait pas être celle d'un enfant. Son père, Monsieur Matthew, était un électricien réputé dans la région. Autrefois, il était chaleureux et drôle, surtout du vivant de sa femme. Mais après la mort d'Elizabeth, la seule femme qu'il ait jamais aimée d'un cancer du foie, quelque chose en lui se figea. Il devint bourru, irascible et ne parlait presque jamais à Lucy, sauf en cas d'absolue nécessité. Lucy n'osait jamais s'asseoir à côté de son père pendant plus de 5 minutes, à moins qu'il n'y ait une raison. « Je suis à la maison », dit doucement Matthew en franchissant la porte. Lucy hocha légèrement la tête et posa un verre d'eau sur la table. « J'ai laissé de la soupe au micro-ondes. Tu peux la réchauffer, papa. » « D'accord, » murmura-t-il, et sans un mot de plus, il se rendit directement dans sa chambre. Chaque après-midi après l'école, Lucy ne rentrait pas immédiatement. Elle passait généralement chez Monsieur Patrick, un voisin retraité qui habitait à 2 portes de chez lui. Patrick, aujourd'hui âgé de 65 ans, vivait seul dans une vieille maison envahie de bougainvilliers. Il était connu dans le quartier pour être toujours assis sur sa véranda, la pipe à la bouche, souriant et bavard. « Lucy, viens ici, j'ai des cookies », cria Patrick alors qu'elle entrait dans la cour. Lucy esquissa un léger sourire. « Je n'ai pas faim, monsieur. Puis-je rester assise ici un moment ? Les filles d'aujourd'hui sont trop exigeantes, dit-il en claquant la langue. D'accord, assieds-toi, mais tu dois me raconter un truc marrant qui s'est passé à l'école aujourd'hui. Au début, Patrick semblait amical. Il racontait des anecdotes de son temps militaire, stationné près de la frontière, et parlait de la jeune fille qu'il avait aimée, morte jeune. Privée de la présence d'un adulte chaleureux dans sa vie, Lucy ressentait parfois un réconfort doux amer lorsqu'il lui tendait une tasse de lait chaud ou une part de flan tout juste passable. Mais après quelques semaines, quelque chose dans son regard commença à changer. Ce n'était ni évident, ni direct, mais suffisamment subtil pour que Lucy sente une froideur lui parcourir la peau. Son regard s'attarda trop longtemps sur son cou. Sa main, posée sur son épaule, y resta plus d'un souffle. Un mardi après-midi, sous un ciel brumeux, Patrick lui a demandé de l'aider à faire la vaisselle. Les filles devraient apprendre les tâches ménagères. Ainsi, personne ne se plaindra au moment du mariage, a-t-il déclaré. Lucy rit poliment. Je n'ai que 14 ans, monsieur. Eh bien, même à 14 ans, il faut commencer à apprendre. Là où j'ai grandi, les enfants s'occupaient déjà de leurs frères et sœurs dès 10 ans. Ces mots auraient pu paraître anodins, mais son ton devint plus sombre lorsqu'il dit « Je devrais commencer à apprendre ». À partir de ce jour, Lucy évita de le regarder dans les yeux. Matthew, occupé avec ses heures supplémentaires, demandait parfois « Monsieur Patrick vous traite bien ?» Lucy répondait doucement « Je n'aime pas vraiment y aller ». Matthew fronça les sourcils. « Tu devrais être reconnaissant. Tout le monde n'a pas le temps de veiller sur toi. Il tient vraiment à toi. » Lucy baissa la tête, choisissant de ne pas discuter. En elle, une distance commença à se creuser, un fossé infranchissable entre elle et son père. Chaque fois qu'elle rentrait à la maison, elle avait l'impression de porter quelque chose de lourd et de mal, quelque chose qu'elle ne pouvait pas exprimer par des mots. Un soir, elle commença un journal. Son écriture était tremblante, les lignes répétitives et tremblantes. Aujourd'hui, Monsieur Patrick m'a regardé bizarrement. Je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé, mais je ne veux plus être là. Je me sens sale. Mais si je dis quoi que ce soit, papa me le reprochera. Alors tout ce que je peux faire, c'est écrire. Elle enveloppa le petit carnet dans le vieux mouchoir de sa mère et le cacha au fond d'un tiroir. Lucy manquait souvent à sa mère, surtout les nuits froides, lorsque le son de la télévision du voisin résonnait à travers les murs, lui rappelant une vie normale qu'elle n'avait pas. Madame Caroline,
une femme d'âge moyen vivant à côté de chez Patrick, a dit un jour à Lucie, « Monsieur Patrick est un homme sympathique, mais tu devrais faire attention. Ne reste pas trop longtemps chez lui, tu m'entends ?» Lucie hésita. « Oui, madame. Je connais de jolies filles qui se taisent comme toi. Ce sont celles dont on abuse le plus, » ajouta madame Caroline d'une voix plus basse. « On a tendance à penser que les filles comme toi ne savent rien. » Cette phrase a hanté Lucie pendant plusieurs nuits. Elle commençait à tressaillir à chaque fois qu'on frappait à la porte, même lorsqu'elle était sûre que c'était juste Mathieu. Un après-midi, alors que Lucie s'apprêtait à quitter la maison de Patrick, il lui cria, « Tu n'as pas fini d'essuyer la table. Où penses-tu aller? Reviens ici. » Sa voix n'était plus gentille. Lucie se figea, ravalant ses larmes. Elle essuya rapidement la table et se tourna vers la porte, mais Patrick tendit la main et la tira doucement par le bras. « Viens plutôt demain. Je veux que tu apprennes à plier les vêtements. Une fille maladroite n'ira pas loin. » Elle hocha la tête machinalement. Une voix douce dans sa tête murmura, « Ne reviens pas, mais elle l'a quand même fait, parce que son père ne voulait plus entendre de plainte, parce qu'elle ne voulait pas l'embarrasser et parce qu'au fond, elle ne savait pas quoi faire d'autre. » Un soir, Mathieu invita même Patrick à dîner pour lui témoigner sa gratitude. Pendant le repas, Patrick bavarda avec animation. « Lucie est une si gentille fille, Mathieu. Elle me rappelle ma fille Marie quand elle était petite. Elle a les mêmes yeux tristes. » Mathieu hocha la tête, ne remarquant pas l'expression figée de Lucie. Après le départ de Patrick, Mathieu lui a dit, « Tu vois? Il tient vraiment à toi. Ne pense pas du mal des gens. » Lucie ne dit rien. Elle se tourna vers le mur et serra son oreiller fort, son cœur s'enfonçant comme dans un vide sans fond. Dans son journal, elle écrit. « Aujourd'hui, il m'a tenu la main, pas comme papa le faisait quand j'étais petite. Sa main était chaude, mais je ne me sentais pas en sécurité. J'avais peur. Chaque fois que je fais la vaisselle, il se tient trop près de moi. J'ai envie de crier, mais aucun son ne sort. Papa, tu ne vois pas? » Dans les coins sombres d'une ville qui n'a jamais cessé de bourdonner, une douleur comme celle de Lucie se déroulait silencieusement si profonde, si silencieuse et si seule. Lucie, la jeune fille de 14 ans, calme et sage, vivant dans une petite maison avec un père froid et un voisin aimable, commençait à sombrer dans une spirale inextricable. Tout ce qu'elle savait, c'est que dès que le vent se levait, son cœur semblait s'immobiliser. Un jour, elle était assise tranquillement près de la fenêtre de la classe, le menton appuyé sur sa paume, le regard vide, le regard perdu dans la cour. Devant la classe, Madame Marie donnait un cours d'écriture descriptive, mais Lucie avait les oreilles qui bourdonnaient. La lumière du soleil entrait par la fenêtre, projetant l'ombre délicate d'un flamboyant sur la page blanche de son carnet. Elle n'avait pas écrit un seul mot. Son esprit repassait sans cesse l'image du visage de Monsieur Patrick, ses yeux toujours trop attentifs, ce sourire qui ne lui plaisait jamais. La veille encore, elle avait laissé tomber un verre en faisant la vaisselle. « Maladroit, comme ta mère », murmura Patrick, la voix aiguë, les yeux plus froids que du verre. Lucie se figea. « Je suis désolé, je ne voulais pas. » Il s'approcha d'elle, baissant son visage vers le sien. Une fille sans mère pour lui enseigner et vouée à devenir inutile. Elle serra les poings, ses yeux se remplirent de larmes. « S'il vous plaît, n'insultez pas ma mère. »« Tu es trop sensible, Lucie, » ricana-t-il. « Plus tu vieillis, plus tu lui ressembles. Probablement tout aussi faible. » Lucie ne dit rien. Mais intérieurement, son cœur avait l'impression d'être transpercé par 1000 petites aiguilles. Elle savait qu'elle ne devait pas y retourner. Elle savait aussi que si elle parlait, son père ne la croirait pas. Ce soir-là, Lucie rentra épuisée. Elle alla dans la cuisine chercher un verre d'eau. « Pourquoi si tard ?» cria Mathieu depuis le salon. « Monsieur Patrick m'a demandé de réparer le placard de la cuisine. La charnière était cassée, dit-elle doucement. C'est bien. Apprendre les tâches ménagères ne fera pas de mal. N'oublie pas de te lever tôt pour faire tes devoirs demain. » Lucie hocha la tête et ferma la porte de sa chambre derrière elle. Elle s'assit sur son lit, serrant fermement son ventre dans ses bras tandis qu'une vive douleur la traversait. Sa respiration était superficielle. Puis, dans son esprit, lui revint en mémoire l'image de ce morceau de pain moisi que Monsieur Patrick lui avait donné la veille. Il l'avait forcé à le manger, même si cela sentait clairement mauvais. « Ne sois pas exigeante, grommela-t-il. Tu n'avais rien avant.
De quoi te plains-tu? Elle frissonna légèrement. Le lendemain matin, Lucie s'est réveillée avec des cernes. À l'école, elle n'arrivait pas à se concentrer et a dû demander à aller aux toilettes 3 fois. Madame Marie, une femme d'une trentaine d'années au regard perçant mais bienveillant, la retenait après le cours. « Lucie, que se passe-t-il? Tu as l'air vraiment bizarre ces derniers temps. » Lucie baissa la tête. « Ce n'est rien, madame. Je suis juste un peu fatiguée. »« As-tu pris ton petit déjeuner? Quelque chose ne va pas à la maison? Ton père te fait-il du mal ?» Sa voix s'adoucit. Lucie secoua aussitôt la tête, un peu paniquée. « Non, ce n'est pas papa. »« Alors qui est-ce? » Je ne peux pas le dire. » Lucie se mordit la lèvre, ses yeux brillants de larmes retenues. Madame Marie soupira et posa doucement une main sur son épaule. « Si un jour tu veux parler, je t'écouterai toujours. » Lucie hocha simplement la tête doucement. Cet après-midi-là, alors qu'elle entrait dans la maison de Patrick, elle remarqua que la pièce était complètement sombre, éclairée seulement par la faible lumière filtrant à travers les rideaux. « Viens ici, » cria-t-il. Lucie s'avança lentement vers lui, les pieds lourds comme du plomb. Patrick était assis sur le canapé. À côté de lui, une petite pâtisserie était posée sur une assiette. « Assieds-toi. Mange. » Lucie le renifla légèrement. La pâtisserie dégageait une odeur étrange, pas vraiment de pourriture, mais une certaine acidité, comme de la farine périmée. Elle hésita. « J'ai mal au ventre aujourd'hui. »« Je n'ai rien demandé, » rétorqua Patrick. « Je te le donne. Tu manges. » Lucie le regarda, les mains tremblantes, puis prit la pâtisserie et en prit une petite bouchée. La farine lui resta coincée dans la gorge, insipide et sèche. Elle faillit avoir un haut-le-cœur. « Avale-le, » grogna-t-il. Elle ferma les yeux et se força à baisser les yeux. Les larmes coulèrent sur ses joues avant même qu'elle ne s'en rende compte. Cette nuit-là, Lucie s'évanouit dans la salle de bain. Mathieu entendit le bruit et se précipita vers elle. Il trouva sa fille recroquevillée sur le sol, le front trempé de sueur froide. « Lucie » paniqua-t-il en la soulevant et en la portant jusqu'au lit. Lorsqu'elle reprit connaissance un peu plus tard, il lui demanda « Qu'est-ce qui ne va pas? Es-tu malade ?» Lucie secoua la tête, essayant de se redresser. « Je ne veux plus aller chez lui, papa. » Mathieu marqua une pause. « Encore? J'ai peur. Il n'est pas celui que tu crois. » Lucie, dit-il sèchement, ne sois pas impoli. Monsieur Patrick m'a tant aidé. Tu deviens une enfant ingrate. Ce n'est pas ça, murmura Lucie. Il a insulté maman, m'a fait manger de la nourriture avariée. Clac. Une gifle aussi lourde que le tonnerre. Mathieu resta figé, la main toujours suspendue en l'air. Lucie le fixait, les yeux écarquillés, une tache rouge sur la joue. Ne dis plus jamais de telles choses. Ta mère est partie. Tu veux me faire honte? La voix de Mathieu tremblait de rage. Lucie se serra la joue, les larmes coulant trop vite pour être essuyées. Elle se leva d'un bond et courut dans sa chambre, verrouillant la porte derrière elle. Dans le noir, Lucie ouvrit son journal en tremblant. Je lui ai dit, mais il ne m'a pas cru. Cet homme a insulté maman. Il m'a frappé. Il m'a fait manger du gâteau moisi. Je ne sais plus à qui d'autre le dire. Peut-être que si je disparais, papa finira par me croire. Cette nuit-là, elle écrivit une dernière ligne. Si un jour je ne suis plus là, me croiras-tu alors, papa? Le lendemain matin, Madame Aileen, une femme âgée qui habitait à côté, a découvert Lucie inconsciente dans la salle de bain lorsqu'elle est venue demander à Mathieu de réparer une lumière. Elle frappa à plusieurs reprises, mais n'obtint aucune réponse. Finalement, trop inquiète, elle appela la police du quartier. Lucie a été transportée d'urgence aux urgences. Le médecin a diagnostiqué une infection intestinale aiguë, probablement due à une consommation prolongée d'aliments avariés. La jeune fille présentait également des signes de déshydratation sévère et d'épuisement nerveux. Mathieu était assis dans la salle d'attente, son esprit tournait. Du thé? C'est impossible. Peut-être qu'elle a mangé quelque chose de l'extérieur. Le médecin répondit sèchement, elle n'avait pas d'argent sur elle. La nourriture venait probablement de la maison. Mathieu rentra chez lui, les pensées embrumées. C'est à ce moment-là que Madame Aileen est revenue, l'air sérieux. Mathieu,
je ne veux pas me mêler de tes affaires, mais j'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce que c'est? J'ai vu monsieur Patrick donner des briques de lait à Lucie plus d'une fois. Il avait toujours l'air sournois. J'avais des soupçons depuis un moment, mais je n'ai jamais eu de preuves. Mathieu resta immobile, comme si quelqu'un lui avait expulsé tout l'air de ses poumons. Il s'en souvint soudain, la semaine dernière, après un cambriolage dans la maison d'Accent Grave Côté, il avait installé une caméra dans la cuisine, au cas où. Et si? Il ouvrit son ordinateur portable, les mains tremblantes. Lucie est sortie de l'hôpital après 4 jours d'hospitalisation. Bien qu'encore faible, elle a insisté pour rentrer chez elle, ne voulant pas rester une minute de plus dans cette chambre stérile. Dans son cœur, tout s'était transformé en un espace terne et vide, comme une pièce qui venait d'être nettoyée, ne laissant que de la poussière dans les coins et une odeur d'antiseptique. Mathieu la ramena chez elle en taxi. En chemin, il ne dit rien, se contentant de la regarder de temps en temps dans le rétroviseur. Lucie appuya sa tête contre la fenêtre, les yeux fermés, le front humide de sueur malgré l'air frais extérieur. Mathieu a essayé de dire quelque chose à plusieurs reprises, mais il a ravalé sa phrase. Il ne lui avait pas encore dit qu'il avait commencé à soupçonner Patrick. À la maison, Lucie ne mangea rien. Elle alla directement dans sa chambre, tira le rideau et s'effondra sur le lit. Mathieu resta un moment devant sa porte, puis s'éloigna. 2 jours plus tard, Mathieu dut à nouveau faire des heures supplémentaires. Avant de partir, il laissa un mot sur la table de la cuisine. Monsieur Patrick a dit que tu devrais aller l'aider un peu. Ce n'est rien de grave. S'il te plaît, ne te dispute pas avec tes aînés. Lucie le lut, les mains légèrement tremblantes. Elle fixait l'écriture de son père comme si elle cherchait quelque chose ou un signe de compréhension, des excuses, ou au moins une pointe d'hésitation. Mais il n'y en avait pas. Juste l'ordre habituel. Elle se rendit chez Patrick le cœur lourd, comme quelqu'un entrant dans une grotte. Dès qu'elle est entrée, il a souri largement. La bonne fille est de retour. Tu as toujours l'air faible, hein? Une fille sans mère pour s'occuper d'elle tombe vite malade. Lucie serra les poings. Je suis là uniquement parce que mon père me l'a dit. Patrick fit un signe de la main. Ce n'est qu'un instant. Entrez, j'ai quelque chose à vous faire faire. Elle entra à contre-cœur dans la cuisine. Patrick lui tendit un vieux tablier. Mets-le. Aujourd'hui, je veux que tu fasses semblant d'être ma fille un moment. Juste un petit jeu de rôle. Lucie fronça les sourcils. Je ne comprends pas. Fais comme si tu étais ma Marie. Tiens-toi à côté de moi pendant que je m'assois. Appelle-moi papa. Elle me manque beaucoup. Elle secoua la tête. Je ne suis pas ta fille. Le visage de Patrick changea. Sa voix devint froide et sèche. Et alors, tu te prends pour quelqu'un de spécial? Lucie trembla. Elle recula. Patrick s'avança et lui jeta un torchon de cuisine sale. Tu es irrespectueux parce que tu n'as pas eu de mère pour t'instruire. Élisabeth doit être très fière dans sa tombe. Ne parle pas de ma mère comme ça, hurla presque Lucie. Patrick s'arrêta et sourit. Oh. Que dire alors? Que ta mère t'a abandonnée et est morte. Peut-être qu'elle en avait assez de vivre avec un enfant comme toi. Lucie était engourdie. Elle ne pouvait plus réagir. Seule la chaleur des larmes qui coulaient sur ses joues restait. Il continua, la voix ferme comme s'il lisait un manuel. Je t'apprendrai à être quelqu'un de bien. Ta mère ne l'a pas fait, alors je le ferai. Sais-tu seulement ce que signifie la gratitude? Il ouvrit le réfrigérateur et en sortit une brique de lait bon marché, dont le fond était cabossé. Il sortit alors une tranche de pain strié de moisissure verte et la posa sur une assiette. Mange-le. Lucie recula. Non. J'ai mal au ventre. Je n'ai pas mal au ventre. J'ai dit, mange. Il lui attrapa le bras et la força à s'asseoir sur la chaise, plaçant l'assiette devant elle. Lucie lutta pour se dégager, mais la prise de Patrick était terriblement forte pour son âge. Si tu veux que ton père te respecte, tu dois d'abord m'écouter. Compris, siffla-t-il entre ses dents. Lucie baissa la tête, des larmes coulant sur son assiette. Elle mordit dans le pain, mâchant comme si chaque morceau était en métal. De retour à la maison, elle n'a pas dîné. Mathieu a demandé avec désinvolture, « Tu as déjà mangé ?» Oui. Monsieur Patrick a dit. Tu as agi de manière têtue,
tu as toujours tout gâché. Lucie ne répondit pas. Elle monta à l'étage, ferma doucement sa porte et s'assit à son bureau. Dans son journal, elle nota. Maman, si tu étais encore en vie, me ferais-tu manger du pain moisi? M'obligerais-tu à appeler un inconnu, papa? J'ai essayé. J'ai tenu bon. Mais je m'effondre. Elle commença à remplacer ces mots par des symboles, des carrés pour représenter la douleur, des triangles pour la peur. Elle était terrifiée à l'idée que si son père découvrait un jour le journal, il l'accuserait à nouveau d'avoir tout inventé. Le lendemain, alors qu'elle était assise dehors, laissant le soleil sécher ses cheveux, Madame Caroline, la voisine âgée, s'est approchée. Lucie, tu es pâle ces derniers temps. Il se passe quelque chose? Lucie baissa les yeux. Non, ça va. Tu vas souvent chez Monsieur Patrick ces derniers temps. Il n'a rien fait d'inapproprié, n'est-ce pas? Lucie pressa ses lèvres l'une contre l'autre. Je ne veux pas mentir, elle pensait mais si je dis la vérité, personne ne me croira de toute façon. Caroline laissa échapper un léger soupir et s'assit à côté d'elle. Les hommes veufs qui vivent seuls trop longtemps ont parfois le cœur serré. Si jamais tu sens que quelque chose ne va pas, n'hésite pas à en parler à Madame Marie à l'école. Elle m'a dit qu'elle tenait vraiment à toi. Lucie hocha légèrement la tête, ses yeux brillaient, mais elle ne dit toujours rien. Cette nuit-là, Mathieu a accidentellement aperçu sa fille devant le miroir de la salle de bain, sa main fermement pressée contre son ventre. « Lucie, as-tu mal ?» Elle sursauta, surprise. « Non, c'est juste que je ne me sens pas bien. C'est sûrement dû à quelque chose que j'ai mangé. Je t'apporterai des médicaments demain. Mais n'exagère pas encore, d'accord ?» Lucie se mordit la lèvre. Elle se détourna et murmura, « J'ai juste besoin que tu me croies, pour une fois. » Mathieu fronça les sourcils. « Encore ça? Je ne veux pas entendre d'accusations sans fondement et sans preuve. » Lucie déglutit difficilement. Elle entra dans sa chambre et, pour la première fois de sa vie, verrouilla la porte et referma le tiroir du bureau. Elle commençait à avoir peur de tout le monde, même de son père. Un après-midi, Patrick lui a fait frotter le sol de la cuisine. « Tout comme ma vraie fille, dit-il avec un sourire. Lucie répondit avec lassitude, « Je ne suis pas ta fille. » Patrick s'arrêta, tenant la serpillière et la pointant vers elle. Ma fille aussi répondait. Maintenant, elle est morte. Si tu ne veux pas finir comme elle, ferme-la et fais ce que je te dis. Lucie se figea. Quelque chose en elle craqua, non pas avec un bruit, mais avec une clarté terrifiante. De retour chez elle, elle s'effondra sur son lit, le regard perdu dans le vide, rivé au plafond fissuré. Dans un appartement voisin, une télévision diffusait un vieux film à tue-tête. Quelqu'un riait. Lucie ferma les yeux et murmura, « Si demain. » Cet après-midi-là, le ciel au-dessus de San Antonio était bas et gris, l'air épais, oppressant et sinistre. Lucie entra chez Patrick à contre-cœur. Elle ne voulait pas être là, mais elle savait que si elle refusait, son père l'accuserait d'ingratitude. Patrick était assis sur une chaise, feuilletant un vieux magazine, ses yeux la scrutant de la tête aux pieds. « Tu ressembles à un fantôme affamé, » murmura-t-il. « Va à la cuisine. J'ai un travail pour toi. » Lucie ne dit rien. Elle entra et vit le même tas d'ordures que la veille, toujours sur le sol. Une odeur aigre montait des briques de lait vides et d'un sac plastique déchiré contenant de la viande en décomposition. « Nettoie tout. Et ne te couvre pas le nez. » Lucie se pencha, ramassa chaque sac et le jeta à la poubelle. Ses mains tremblaient à cause de l'odeur. Elle sentit la bile lui monter à la gorge et dut se mordre la lèvre pour la retenir. Patrick se tenait derrière elle, allumant une cigarette. La fumée montait lentement autour de son visage. Ma fille était obéissante. Pas comme toi. Elle a frotté le sol à la main sans un seul mot de plainte. Je ne suis pas ta fille, murmura-t-elle. Clac, une gifle brûlante atterrit sur sa joue. Elle s'est effondrée sur le sol carrelé, sa main trop lente pour amortir la chute, s'écrasant sur le bord de l'évier. Tu n'as pas le droit de dire ça. Si je dis que tu es ma fille, alors tu fais ce qu'on te dit. Lucie resta immobile. Son esprit tournait. Elle voulait crier, se défendre, mais rien ne sortit. Sa voix avait disparu. Lève-toi. Finis de nettoyer. Puis mange ça. Il posa un bol de riz nature sur la table, avec quelques tranches de saucisses brûlées dessus. À côté se trouvait une brique de lait,
visiblement périmée. Lucie murmura faiblement, « Cette nourriture, elle est avariée. » « Tais-toi. Tu as de la chance que je te nourrisse. » Elle secoua la tête. « Je n'en mangerai pas. » Enragé, Patrick lui donna un violent coup de pied dans le flanc. Lucie poussa un cri, son corps s'écrasant contre l'évier, sa tête heurtant le plan de travail en bois. Une douleur la transperça comme un feu. « Petit ingrat. Tu veux que je le dise à ton père? Que tu es impoli, paresseux, que tu détruis ma maison. Si je disais que tu n'es qu'un petit, il me croirait tout de suite. » Lucie se serra le ventre, les larmes coulant à cause de l'agonie. Pendant un instant, elle pensa à prendre le petit couteau sur l'étagère de la cuisine, faisant ainsi quelque chose d'imprudent et d'irréversible. Au lieu de cela, elle se leva lentement, essuya le sang de son front et prit une bouchée du riz froid et fétide. Cette nuit-là, elle est rentrée chez elle. Mathieu regardait les informations. Il n'a pas levé les yeux. « Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? » « J'ai dû nettoyer la cuisine. » « Tu devrais être reconnaissant envers quelqu'un qui t'aide. » « Arrête de froncer les sourcils tout le temps. » Lucie ne répondit pas. Elle se dirigea vers sa chambre. Mais Mathieu l'a arrêtée. « Attends. Monsieur Patrick m'a envoyé un texto. Il dit que tu deviens de plus en plus paresseux, que tu réponds, que tu casses des choses. » Lucie se retourna, les yeux remplis de larmes. « Il a insulté maman. Il m'a frappé. Il m'a fait manger de la nourriture avariée. » Mathieu se leva brusquement. « Tu inventes encore des histoires? » »« Je ne mens pas. » Lucie fondit en larmes. « J'ai peur de lui. » Claque une deuxième gifle. La main de Mathieu a laissé une marque rouge vive sur sa joue. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas bronché. Elle est restée immobile, comme un arbre brisé par le vent. « Ça suffit. Tu deviens aussi têtu que ta mère, » cria-t-il. « Maman n'était pas comme ça, » murmura Lucie, puis elle se retourna et courut à l'étage. Elle verrouilla sa porte, s'effondra sur le sol et regarda son reflet dans le miroir. Ses cheveux emmêlés, sa joue gonflée, ses yeux rouges, elle ne reconnaissait pas la fille qui la regardait. Cette nuit-là, elle écrivit dans son journal, les mains tremblantes et en lettres capitales. « J'ai essayé de parler. J'ai vraiment essayé. Mais papa m'a frappé parce qu'il croyait quelqu'un d'autre. Je suis si fatigué. Si je ne suis pas là demain, me croira-t-il alors? Je déteste le pain moisi. Je déteste le lait périmé. Je déteste faire semblant d'être la fille d'un étranger. Mais surtout, je déteste être traité d'être tenu comme ta mère par mon propre père. » Le lendemain, Patrick envoya un long message à Mathieu. « Mathieu, ta fille devient de plus en plus difficile. Mais je n'abandonnerai pas en voilà demain matin. Je l'entraînerai comme il faut. Je peux tout lui apprendre. » Mathieu n'a pas répondu. Il fixa le message. Une partie de lui aurait voulu vérifier la caméra de sécurité qu'il avait installée des semaines auparavant. Mais il ne le fit pas paralysé par une paresse dangereuse et corrosive, il resta assis. Le lendemain matin, alors que Mathieu était sur le point de partir au travail, un coup violent retentit à la porte. C'était Miss Hélène. « Mathieu, viens vite. » Lucie s'est évanouie dans la salle de bain. J'ai entendu un bruit de fracas dans le jardin. J'ai couru et j'ai trouvé la porte verrouillée. J'ai dû entrer par le côté. Mathieu est devenu pâle. Il s'est précipité à l'intérieur et a frappé à la porte de la salle de bain. Lucie était recroquevillée près du lavabo, les yeux fermés, les lèvres pâles. Il la souleva dans ses bras. Et pour la première fois depuis des années, il ressentit une véritable peur, non pas des autres, mais de lui-même. De sa cécité. De sa négligence. De son indifférence. À l'hôpital, la voix du médecin était dure, presque cinglante. Elle souffre d'une grave infection bactérienne. Elle présente des signes de lésions gastriques dues à une consommation prolongée d'aliments impropres à la consommation. S'y ajoute épuisement, manque de sommeil et dépression émotionnelle. Le médecin le regarda directement. « Tu es son père et tu la laisses manger comme ça ?» Mathieu n'a pas répondu. Il était assis là, la tête dans les mains, les cheveux ébouriffés. Miline est venue nous rendre visite. Après quelques mots polis, elle a dit doucement. « J'ai vu monsieur Patrick donner des briques de lait à Lucie. Il avait une expression étrange. J'ai longtemps senti que quelque chose n'allait pas. » Le corps de Mathieu sursauta.
Un souvenir lui revint en mémoire, la caméra qu'il avait installée. Sans hésiter, il se précipita chez lui. Le lendemain matin, le ciel restait gris et l'atmosphère dans la petite maison de Magnolia Street était suffocante. Matthew se tenait près de la fenêtre, regardant le bougainvillier fané du jardin, dont les feuilles étaient trempées par la bruine. Sa main tremblait tandis qu'il tenait son téléphone, les yeux écarquillés, fixant l'écran mais incapable d'appuyer sur « Appeler ». Puis, on frappa doucement à la porte. « Matthew, je suis là », dit Madame Hélène, le visage plein d'inquiétude. Matthew ouvrit rapidement la porte. « La fille, elle a été admise, n'est-ce pas ?» demanda doucement Madame Hélène, son regard scrutant le sien. Matthew hocha la tête. « Oui. Le médecin a dit qu'elle souffrait d'une grave infection intestinale due à une consommation prolongée d'aliments avariés. Et elle est épuisée mentalement. » Madame Hélène lui prit la main. « Je suis vraiment désolé. Je soupçonne Monsieur Patrick depuis un moment, mais je n'avais aucune preuve. Si vous voulez, je peux vous aider. » Matthew la regarda, le cœur serré de douleur et de rage. Il pensa à sa fille fragile, pâle, allongée dans ce lit d'hôpital où il eut l'impression que quelque chose lui serrait la poitrine. De retour dans le salon, Matthew ouvrit son ordinateur portable et lança le logiciel de surveillance. La vidéo la coupait le souffle. La petite Lucie, épuisée, entra dans la maison de Patrick, le regard méfiant. La caméra enregistra chaque seconde, chaque détail familier. C'est là qu'il a vu des scènes indéniables. Dans le premier, Patrick a crié sur Lucie pour avoir laissé tomber un verre. « Tu es aussi maladroit que ta mère », ricana Patrick, les yeux venimeux. Lucie baissa la tête, les larmes coulant. Un autre clip montre Patrick jetant violemment une serviette sur le visage de Lucie lorsqu'elle résiste. « Cette fille a besoin d'une discipline appropriée », a déclaré Patrick. Chaque fois que Lucie refusait de manger de la nourriture avariée, Patrick la bousculait. Une fois, il lui a même donné un coup de pied dans le ventre. « Pas de maman ? Alors tais-toi. Tu devrais être reconnaissante que je te nourrisse, aboya Théil, directement face à la caméra. » Ce soir-là, Matthew était assis, sous le choc, accablé. Il pleurait, les larmes coulant à flots, la tête entre les mains, sanglotant comme un enfant. « Lucie ? Je ne t'ai pas cru. Je t'ai fait du mal, murmura-t-il. Ces images lui ont fait l'effet d'un couteau transperçant son cœur. Il a été horrifié de réaliser qu'il avait laissé sa fille affronter seule des tourments physiques et émotionnels. Le dernier clip montre Lucie effondrée sur le sol de la cuisine, se tenant le ventre de douleur, tandis que Patrick se tenait à proximité, le visage dénué d'émotion. Matthew se leva, sortit dans le jardin et s'affala sur le banc sous le bougainvillier. La brise froide le fit frissonner. Il sut alors qu'il devait agir. Matthew a appelé l'hôpital pour s'enquérir de l'état de Lucie et a demandé à parler à un conseiller. Lorsqu'il entra dans la chambre d'hôpital, il vit Lucie endormie. Elle paraissait bien plus petite que la fille qu'il avait imaginé grandir. Sa peau était pâle. Ses yeux étaient gonflés et fatigués. Il s'assit tranquillement à côté de son lit et lui prit la main. « Lucie, c'est papa. Je suis là. Je suis désolé. J'avais tort. J'aurais dû te croire. Je vais te protéger maintenant. Tu m'entends ?» Lucie ne répondit pas. Elle ouvrit à peine les yeux, le regardant avec une expression hébétée et douloureuse. Lorsque Madame Hélène est venue lui rendre visite, elle a regardé Matthew et lui a parlé doucement. « Je sais que tu souffres, mais tu dois être fort. Les preuves sont claires. Il faut prévenir la police immédiatement. » Matthew hocha la tête. En lui, la culpabilité et la détermination commencèrent à s'agiter. De retour chez lui, il a fouillé dans les anciens messages entre lui et Patrick. « Assure-toi d'envoyer la fille demain. Je lui apprendrai correctement. » Matthew grogna dans sa barbe. « Je ne te laisserai plus faire de mal à ma fille. » Il a pris le téléphone et a appelé la police. Ce soir-là, après le travail, Matthew rentra chez lui et s'assit seul dans le noir, à la recherche du journal de Lucie. L'écriture tremblante. Les symboles. La peur et la douleur. Une boule s'est formée dans sa gorge. « Si je pars, est-ce que tu me croiras, papa ?» Matthew posa son journal et essuya ses larmes. Pour la première fois, il se sentait vraiment comme un raté. Il était assis devant son ordinateur portable, les mains tremblantes, les yeux rivés sur les images. La pièce était sombre,
éclairé seulement par la faible lueur de l'écran sur son visage anxieux et dévasté. Chaque image de la vidéo de sécurité révélait des vérités brutales qu'il avait longtemps refusé d'accepter. D'abord, Lucie entra chez Patrick, l'air épuisé, le regard vide. Mathieu le vit clairement, la tristesse, la peur silencieuse dans ses mouvements tremblants. Patrick se tenait à l'entrée de la cuisine, l'expression froide. « Assieds-toi ici », dit-il d'une voix basse et menaçante. Lucie s'assit timidement, les yeux fixés au loin. Patrick a commencé à lui crier dessus parce qu'elle ne faisait pas ce qu'il voulait. « Tu es inutile. On dirait une folle. » Lucie pleurait en silence, la tête baissée. Une douleur profonde et lancinante perlait dans ses yeux. Ensuite, Mathieu a vu Patrick lancer des insultes verbales. « Ta mère ne t'a jamais rien appris ? Ah oui, elle est morte. Pas étonnant que tu sois devenu comme ça. » Lucie se figea, luttant pour se ressaisir, puis fondit en larmes. Patrick, furieux, lui jeta une serviette, puis déposa du pain moisi et une brique de lait périmé sur la table. « Mange-le. » Lucie a essayé de refuser, mais Patrick lui a donné un violent coup de pied dans le ventre, la faisant chanceler. « Pas de maman ? Alors tais-toi. Tu as de la chance que je te nourrisse. » Mathieu regardait, les larmes coulant sans interruption. Il haletait, sentant son cœur se briser en 1000 morceaux. « Lucie ? Je ne t'ai pas cru. Je t'ai fait du mal. » Il baissa la tête, submergé par une succession d'images, cris, douleurs, impuissance. Le père strict et distant n'était plus qu'un homme brisé, croulant sous le poids de la culpabilité. Il se souvenait de chaque dispute, de chaque mot dur, de chaque gifle qu'il lui avait donné, alors que tout ce qu'elle voulait, c'était être protégée. Mathieu pleurait comme un enfant, serrant sa tête dans ses bras, sanglotant sans retenue dans la pièce vide. Il s'en voulait de ne pas l'avoir cru, d'avoir laissé un monstre détruire l'esprit de la petite fille qu'il aimait plus que tout. « Ma fille. Je suis vraiment désolé. Je vais arranger ça. » Une scène en particulier le coupa le souffle, Patrick jeta violemment Lucie au sol et se tint froidement près d'elle, sans une once de pitié. Lucie resta recroquevillée, se tenant le ventre de douleur, incapable de crier. Des moments que Mathieu n'avait jamais connus, jusqu'à maintenant. En regardant cette horrible vidéo, Mathieu s'effondra, perdu dans sa confusion. Il arpenta la pièce, essuyant ses larmes encore et encore. Finalement, il s'effondra au sol, la tête dans les bras, et murmura. « Je ne t'ai pas protégé. Je t'ai laissé tomber. » Il se souvenait du nombre de fois où Lucie avait essayé de lui parler de Patrick et de la façon dont il avait toujours repoussé cela, pensant qu'elle exagérait ou inventait. « Tout est de ma faute, pensa-t-il. Je l'ai laissé seul. » Cette nuit-là, Mathieu n'arrivait pas à dormir. Il décrocha le téléphone et appela son ami proche Xavier, avocat en ville. « Xavier. J'ai quelque chose à te dire. C'est sérieux. Il s'agit de Lucie. » Xavier a répondu immédiatement et a convenu de rencontrer Mathieu le lendemain matin. Le lendemain, Mathieu apporta la vidéo et retrouva Xavier dans un petit café. Xavier regarda la vidéo, l'air sérieux. « Mathieu, ce sont des preuves solides. Patrick peut être poursuivi pour maltraitance et préjudice moral. Nous devons signaler cela à la police immédiatement. » Mathieu hocha la tête. « Je le ferai. Je ne laisserai plus personne faire du mal à ma fille. » Mathieu est rentré chez lui, accablé mais déterminé. Il a appelé l'hôpital pour obtenir des conseils sur les soins à apporter à Lucie et s'est enquis de son état. Le médecin a répondu. Lucie est encore très faible. Elle a besoin de repos absolu et doit éviter tout stress émotionnel. Si possible, elle devrait être prise en charge par un proche, de préférence sa mère ou une personne de confiance. Mathieu a fait une promesse silencieuse. Je serai à tes côtés, mon cœur. Je ne te laisserai plus jamais seul. Cette nuit-là, Mathieu était assis à côté de son lit d'hôpital, lui tenant fermement la main et murmurant. Je suis vraiment désolé. Je ne laisserai plus personne te faire du mal. Je te le promets. Lucie ouvrit les yeux et le regarda. Son regard était flou, mais il y avait une faible lueur de confiance nouvelle. Mathieu était assis à son bureau, les yeux rouges, le regard perdu dans le vide. Sur son écran d'ordinateur, on pouvait voir les images de sécurité de Patrick maltraitant Lucie et des images qui le transperçaient comme des lames de couteau. Il était assis là, tremblant, respirant fort, et commença à imprimer les vidéos.
Je n'arrive pas à y croire, murmura-t-il. Comment ai-je pu laisser cela arriver? Le lendemain, Mathieu apporta les preuves vidéo et les documents imprimés au commissariat local. Il les remit directement au chef, un homme d'une cinquantaine d'années au visage sévère. J'ai la preuve que monsieur Patrick a abusé et maltraité ma fille, a déclaré Mathieu, la voix étranglée. L'officier se pencha et examina attentivement chaque image. Nous allons ouvrir une enquête immédiatement, monsieur Mathieu. Merci de votre intervention. Mathieu hocha la tête, se sentant à la fois lourd et soulagé que les autorités soient désormais impliquées. Pendant ce temps, la nouvelle de l'incident se répandit rapidement. Dans tout le quartier, les voisins murmuraient leur indignation. Madame Caroline, la femme qui a un jour averti Lucie, a dit aux autres. J'ai toujours eu un mauvais pressentiment à propos de cet homme. Je suis contente que la vérité éclate enfin. Plusieurs connaissances de Patrick lui ont tourné le dos, coupant les ponts. Mathieu a pris 2 semaines de congé pour s'occuper de Lucie à l'hôpital. Il restait à son chevet tous les jours, lui murmurant des excuses et des promesses. Un après-midi, il prit un stylo et lui écrivit une longue lettre, la posant à côté de son lit. Ma chère Lucie, je sais que je n'ai pas été digne d'être ton père. Je ne t'ai pas protégée. Je t'ai laissé souffrir sans que je le voie. Je suis vraiment désolé. Si tu peux me pardonner, je promets de tout recommencer. Être un meilleur père et ne plus jamais laisser personne te blesser, pas même moi. Je t'aime. Toujours. Lucie esquissa un léger sourire en lisant la lettre. Ses yeux s'illuminèrent légèrement, une lueur d'espoir fleurissant dans son âme blessée. Mathieu pouvait sentir le petit changement chez sa fille. Elle a commencé à s'ouvrir, à parler des sentiments et de la douleur qu'elle avait gardée cachée pendant si longtemps. Il savait que le chemin vers la guérison serait long, mais il n'abandonnerait pas. Cette nuit-là, Mathieu entra dans la cour et regarda le ciel étoilé. Une vague de colère le submergea, non seulement envers Patrick, qui avait détruit l'enfance de sa fille, mais aussi envers lui-même pour son indifférence passée. Il a juré de devenir un meilleur père, de protéger Lucie avec tout ce qui lui restait. De l'autre côté de la ville, la police a informé Mathieu que Patrick avait été convoqué pour un interrogatoire d'urgence. Il a essayé de nier les accusations, mais les preuves étaient irréfutables. La communauté locale a réagi avec indignation. Beaucoup d'anciens amis de Patrick l'ont abandonné. Lorsque Mathieu a finalement ramené Lucie à la maison, tout avait changé. Plus de froideur, plus de négligence, seulement de l'amour et de l'attention sincère. Mathieu a appris à Lucie à cuisiner les plats que sa mère préparait autrefois. Ensemble, ils ont planté des bougainvilliers dans la cour avant, créant ainsi de nouveaux souvenirs plus lumineux. Un après-midi tardif, Mathieu emmena Lucie au cimetière où reposait Elisabeth. Il alluma un bâton d'encens et murmura. « J'ai échoué, mais grâce à toi, je vais recommencer. » Lucie prit la main de son père, des larmes coulant sur ses joues. « Je t'ai pardonné il y a longtemps, papa. J'attendais juste que tu voies la vérité. » L'image finale était celle d'un père et de sa fille se tenant la main sous un coucher de soleil radieux. Pour la première fois, Lucie cria à haute voix. « Papa, je t'aime. » L'appel résonnait comme une libération, un nouveau départ plein d'espoir. Un doux après-midi de printemps, dans une chambre d'hôpital baignée d'une douce lumière dorée, Mathieu était assis près du lit de sa fille. Lucie était allongée là, maigre et faible, mais ses yeux étaient plus brillants. Malgré la fatigue, elle parvint à esquisser un doux sourire en le voyant. Ce moment a étouffé Mathieu d'émotion. Il se pencha, lui prit doucement la main et dit d'une voix tremblante. « Lucie, ma chère fille, j'ai eu tort. Je t'ai laissée seule. J'ai laissé d'autres te faire du mal. Je suis tellement désolé. » Lucie le regarda, les yeux pleins de larmes mais brillants. « Je sais que tu n'es pas parfait, papa. J'avais juste besoin que tu crois en moi. » Mathieu hocha la tête, ses larmes coulant librement. « Je te promets que je ne laisserai plus personne te faire de mal. Même pas moi. » Un léger soupir s'échappa de Lucie, comme si un lourd fardeau avait été soulevé. Elle prit lentement sa main et, pour la première fois depuis le décès de sa mère, ils s'embrassèrent à travers les larmes. La distance autrefois infranchissable entre eux commença à s'estomper. Ce jour-là, Mathieu a rencontré le médecin et l'assistante sociale de l'hôpital pour planifier les soins à long terme pour Lucie. Il a compris que la guérison ne se résumait pas seulement à un rétablissement physique, mais qu'elle impliquait également de nourrir son esprit. Un jour,
Mathieu emmena Lucie au jardin de Bougainvilliers en face de l'hôpital. « Tu te souviens du gazpacho froid que ta mère préparait » demanda-t-il. Lucie sourit doucement, ses yeux s'illuminant de joie. « Oui, je m'en souviens. » Mathieu continua, sa voix chaleureuse. « Je vais apprendre à te le préparer. Comme ça, quand maman nous manquera, on pourra en profiter ensemble. » Lucie le regarda et hocha doucement la tête. « J'ai vraiment hâte d'y être. » Ils étaient assis ensemble sur un banc de pierre, main dans la main, ressentant la paix pour la première fois après ces jours douloureux. Une semaine plus tard, Mathieu a reçu un message de la police, Monsieur Patrick avait été définitivement interdit de contact avec les enfants. C'était un morceau de justice auquel Mathieu avait aspiré. Dans leur quartier, les gens ont commencé à comprendre la vérité. Ils ont commencé à montrer de l'empathie et du soutien envers Mathieu et Lucie. Madame Caroline et Madame Hélène passaient souvent, apportant de petits cadeaux et des mots chaleureux d'encouragement. Un jour, Madame Hélène est venue rendre visite à Mathieu et lui a tenu la main. « Tu as bien fait. Tant que tu n'abandonnes pas, les choses s'amélioreront. » Mathieu sourit, les yeux pleins d'espoir. « Je n'abandonnerai jamais ma fille. » À l'hôpital, Lucie a commencé à s'ouvrir au psychologue. Elle a progressivement partagé sa douleur et les émotions qu'elle avait réprimées pendant si longtemps. « J'avais peur de lui, » dit doucement Lucie lors d'une séance de thérapie. Le spécialiste hocha la tête. « Tu as été très heureux de partager ça. Nous allons travailler ensemble pour que tu te sentes en sécurité. » Lucie sourit. C'était la première fois qu'elle ressentait de l'espoir pour l'avenir. Mathieu ne s'est pas contenté de répondre aux besoins de Lucie, il a également commencé à apprendre à redevenir père. Écouter, comprendre et aimer. Un après-midi, il entra dans la petite cuisine, s'entraînant à faire du gazpacho froid. Lucie était assise à proximité, ses yeux s'illuminant à la vue de son père maladroit mais déterminé. « Comment vas-tu faire en sorte que ce soit bon pour moi » demanda-t-elle. Mathieu gloussa, sa voix remplie de détermination. « Je continuerai à apprendre jusqu'à ce que je te vois sourire de satisfaction. » Les voisins ont commencé à remarquer le changement chez le père et la fille. Mathieu ne faisait plus d'heures supplémentaires. Au lieu de cela, il a consacré son temps à Lucie. Madame Caroline a dit à un ami. « Il apprend à être un bon père. Et cette petite fille, elle guérit un peu plus chaque jour. » Mathieu savait que la confiance devait se construire petit à petit, par l'amour et la sincérité. Un soir, après que Lucie se soit endormie, Mathieu s'assit et relut son journal. Il avait imprimé ses écrits dans un petit livre, un cadeau d'anniversaire rempli de compréhension et d'espoir. « Ma fille, je chérirai ces mots comme de l'or, afin de pouvoir te comprendre et marcher avec toi, » murmura-t-il, les larmes coulant. À l'approche de l'été, Mathieu décide d'emmener Lucie au cimetière où sa mère repose. Ce jour-là, père et fille marchaient main dans la main sous le ciel bleu profond. Mathieu alluma un bâton d'encens et dit d'une voix étranglée. « Élisabeth, j'ai échoué, mais grâce à toi, je vais recommencer. » Lucie le regarda, des larmes coulant sur ses joues. « Je t'ai pardonné il y a longtemps, papa. J'attendais juste que tu le saches. » La scène finale montrait un père et sa fille debout sous un coucher de soleil éclatant. Lucie a crié fort pour la première fois. « Papa, je t'aime. » Les mots résonnèrent chaleureusement, réconfortant les cœurs qui avaient tant souffert. Un mois après la sortie de Lucie, le petit quartier avait changé plus que Mathieu ne l'avait imaginé. La petite maison de Magnolia Street était maintenant remplie de rire et de la chaleur de la famille. Mathieu ne faisait plus d'heures supplémentaires. Il a passé tout son temps avec sa fille, l'aidant à reprendre confiance en la vie. Un après-midi de début d'été, Mathieu et Lucie étaient dans le petit jardin de l'arrière-cour. Mathieu tenait une pelle et creusait le sol, tandis que Lucie plantait soigneusement des graines de bougainvillier, la fleur que sa mère aimait tant. « Maman me manque tellement » dit Lucie en regardant les petites graines dans sa paume. Mathieu hocha la tête, un doux sourire aux lèvres. « Je sais. Elle est toujours dans nos cœurs. Et nous prendrons soin de ce jardin en sa mémoire. » Lucie le regarda, ses yeux brillants d'espoir. Dans la petite cuisine, Mathieu préparait soigneusement le gazpacho froid, le plat signature qu'Élisabeth avait l'habitude de préparer pour la famille. « Besoin d'aide, papa » demanda Lucie avec enthousiasme. Mathieu rayonnait et portait la soupe à la table. « Aide-moi cette fois, ma chérie. Ensemble, nous allons réussir à perpétuer la mémoire de maman. » Ils ont apprécié le repas ensemble,
partageant des histoires chaleureuses sur Elizabeth. Matthew ouvrait souvent le petit livre du journal de Lucy, le cadeau qu'il avait compilé pour son anniversaire. Chaque ligne tremblante et chaque message décodé l'aidait à mieux comprendre sa douleur silencieuse. « Je comprends maintenant, ma fille. Toute blessure peut guérir. Et je serai toujours là avec toi, dit-il en larmes. » Lucy sourit. C'était la première fois qu'elle se sentait vraiment en sécurité dans les bras de son père. Un matin, Matthew a accompagné Lucy à l'école, la regardant entrer dans la classe avec une confiance retrouvée. Ses camarades de classe la regardaient avec des yeux amicaux, curieux du changement positif. Mrs. Caroline, Terkin and watchful neighbor, waved at them with a warm smile. You both look so happy, she said to Matthew. He nodded gently. Yes. Thanks to my doctor, he finally understands the power of forgiven. One key afternoon, Matthew and Lucy sat by the edge of the San Antonio River, watching the sun slowly dip below the horizon. Dad, I want to tell you about the dream I've been having, Lucy said softly. Matthew smiled and held her hand. I always want to hear your dream, sweetheart. Lucy spoke of the dream she carried of her mother, of how filled with laughter, and of the happiness she still longed for. Another day, Matthew took Lucy to visit the cemetery where her mother rested. He failed in the past, he said, his voice steady but filled with emotion. But today, I'm here with you, trying to make things right. Lucy took his hand tightly, tears streaming down her cheek. He forgave you a long time ago, Dad. He was just waiting for you to release it. Together, they lit incense and prayed in silence, their hearts aligned in longing and in hope for a peaceful future. In the month that followed, Matthew transformed. He became not just a devoted father, but Lucy's closest friend. Together, they faced every fear, every hardship. They grew stronger. Lucy began joining school club, making new friends, and little by little, rediscovering the joy that once seemed lost. One night, after the house had gone quiet, Matthew sat by the window and opened his journal. Each line he read was a heartbeat, a record of pain endured, of healing found, of love rebuilt. He whispered to himself. I'm proud of you, Lucy. The story comes to a close with a father and daughter standing on the rooftop, gazing at the glowing city lights beneath the velvet night sky. Suddenly, Lucy shouted. Dad, I love you. Her voice rang out bright, warm, and clear, a declaration of healing, of love reclaimed, and of hope reborn. Matthew held his daughter close, smiling through tears of joy.